Dans cette première table ronde, donc consacrée au thème des sociétés civiles africaines, facteurs de démocratisation et de développement, donc je suis très heureux d'accueillir à mes côtés d'abord Michel Gendron Massalou, qui a été rectrice de l'Agence universitaire de la francophonie, qui a été aussi secrétaire générale de l'Élysée et porte-parole de l'Élysée sous François Mitterrand. C'est une universitaire, elle a une grande connaissance bien évidemment du continent africain et je pense que son témoignage sera ici d'une importance essentielle. À mes côtés, Catherine Bréchignac. Catherine Bréchignac est une grande physicienne. Elle a été directrice générale du CNRS, présidente du CNRS. Elle est secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences et elle est présidente d'un groupe, le groupe interacadémique pour le développement. Elle nous dira ce que fait ce groupe interacadémique. Il est vraiment au cœur des relations franco-africaines, pas seulement d'ailleurs dans le domaine scientifique, on le verra dans d'autres domaines. Et puis alors, on a en vision, en principe, j'espère que la technique ne va pas nous trahir, parce que, vous voyez, moi, je suis un homme de communication, mais j'ai une défiance naturelle dans la technique. C'est Bado Ndoye, qui est à la fois qui est philosophe, voilà, il nous entend. Bonjour, vous nous entendez? Vous nous entendez, oui? Mais nous, on ne vous entend pas. Voilà, il faut peut-être relever, voilà. Bado Ndoye est philosophe, il est maître de conférences à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est épistémologue aussi, spécialiste de l'histoire des sciences. Il a publié récemment, d'ailleurs, dans la revue politique et parlementaire, dans un numéro consacré aux intellectuels sur la relation, justement, du monde intellectuel à l'Afrique. Et je lui passerai dans quelques instants la parole, mais je vais tout de suite commencer avec Michel Gendron Massalou. Une première question, qui vraiment, me semble-t-il, est au cœur du sujet. Est-ce que l'on peut parler des sociétés civiles africaines au même sens que l'on parle des sociétés civiles européennes? Je crois qu'il faut à la fois penser que le monde est un seulement, que notre humanité est commune. Pour la société civile, c'est un choix, j'y suis. Et vous aussi, ces institutions qui viennent de se présenter, d'être présentées, ce sont des fondements de la vigueur et nouvelles perspectives des sociétés civiles. Alors j'y suis parce que je suis une universitaire classique, élevée avec finalement la perspective classique que les sciences humaines et sociales étaient plus légitimes pour une éthique que les sciences dites dures, ce qui ne m'empêche pas aujourd'hui de travailler avec Catherine Bréchignac, c'est-à-dire avec une institution de la société civile qui est majoritairement pilotée par des scientifiques de sciences exactes. Et puis, en tant que recteur de plusieurs académies en France, j'ai été aussi responsable de structures institutionnelles et appelé par le monde politique. Et me suis bien sûr rendu compte que, comme l'a dit Mme Moreno il y a un instant, rien sans la force des États, sans les relations entre États, n'est possible. Et aujourd'hui, les forces de la société civile auxquelles je suis impliqué sont précisément également liées aux États, à ce qu'ils promettent et parfois ont du mal à tenir, mais elles existent en tant que telles. Et elles existent, je crois, différemment, mais en même temps de façon concordante, je vais en dire 2 mots, en Afrique et en Europe. Je dirais qu'elles ont plus de force, plus d'inventivité là où elles sont jeunes, vivantes, nombreuses, plus de capacité de réaction, de stagnation, là où elles sont anciennes, mais également plus solides. Force des sociétés civiles en Afrique, fragilité et difficulté de leurs représentants, ce seront mes thèmes. D'abord, aujourd'hui, les Africains sont habitués, là où ils sont, à bouger. Et ils bougent beaucoup à l'intérieur de l'Afrique. Et ce n'est pas nécessairement de gaieté de cœur, parce qu'ils sont autant que les Européens fiers de leur pays, heureux d'être les représentants de leur pays quand ils font des associations. Et en même temps, la présence de groupes armés, les sécheresses, les inondations, les problèmes climatiques, et aussi le terrorisme, et aussi les problèmes économiques liés à l'Afrique, font que les Africains sont sans arrêt en train de se déplacer pour trouver de meilleures conditions de travail. La majorité des ouvriers qui s'occupent des récoltes d'argan et d'oliviers du Maroc, ce sont des Africains subsahariens. À Alexandrie, l'université Saint-Laure
qui est une université qui avait bien du mal à recruter des étudiants d'Afrique subsaharienne, aujourd'hui, elle a 10 demandes d'inscription d'étudiants subsahariens par rapport à ses capacités. En Côte d'Ivoire, ce sont les Burkinabés, les étudiants du Burkina Faso qui assument la plus grande part des récoltes de café et de cacao. Et les diasporas dont on parlait il y a un instant sont des forces qui ont bien du mal à se faire reconnaître comme telles. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on disait volontiers il y a 10 ans, il y a 20 ans, ils envoient de l'argent, oui, mais c'est pour leur famille, pour leur église, pour leur confession. Eh bien, depuis la pandémie en particulier, que ça fait 54 ans que je parcours l'Afrique, que je fais des conférences en Afrique, que je suis aussi lié à des projets de la société civile, et en particulier des académies qui forment ce groupe, dont on parlera Catherine de Signac, et aussi pour la partie agronomique, Jacques Mullet qui est ici. Donc, je les vois. Et je vois que aujourd'hui, les diasporas avec l'Afrique ont envoyé des financements pour les hôpitaux, des financements pour la construction de jeunes entreprises en Afrique. Ce qui ne veut pas dire que ces jeunes entreprises en Afrique ont des facilités suffisantes pour trouver des financements. Mais la société des diasporas est une société forte, elle est un plus, et pour le pays dans lequel ils ont choisi de vivre, et Mme Moreno le disait bien, et pour leur pays d'origine, parce qu'ils ne cessent pas de penser à lui et de, le cas échéant, investir dans ce pays. Alors, les investissements, on a un petit peu parlé, mais peut-être pas de façon suffisamment, je dirais, précise en matière de ce que font les sociétés civiles, précisément. Alors, d'abord, il y en a qui investissent beaucoup, mais sans créer d'emploi. On peut parler des investissements de la Chine. Mais moi, j'ai beaucoup, récemment encore en Côte d'Ivoire, vu un nouveau pont construit avec des financements pleins chinois. Aucun des ouvriers n'était ivoirien. Quand l'Europe investit, elle investit. Mon premier beau-père a créé la société des chemins de fer de Madagascar. Il y a aujourd'hui des neveux et des petits-neveux qui ont épousé des Malgaches et qui sont binationaux. Moi, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont africains. Et je peux vous dire que quand une société européenne s'installe en Afrique, la première chose qu'elle fait, c'est de recruter des agents locaux. Et même, dans beaucoup de cas de figure que je connais, aujourd'hui, des présidents qui s'en vont à la retraite, ils laissent les rênes, y compris le capital, à des cadres africains qui sont devenus eux-mêmes capables d'exercer ces fonctions de responsabilité. On l'a vu récemment en visitant des entreprises africaines. Alors, il faut voir que l'Afrique est un pays, aujourd'hui, qui est riche de propositions venant de la société civile et aussi des différentes populations qui s'y sont installées. Parce qu'il ne faut pas voir l'Afrique ni comme un tissu uniforme. Chaque pays a ses propres spécificités. Il n'y a pas d'unité, je dirais. Pas plus qu'en Europe, d'ailleurs. On a essayé de faire un continent uni, mais avec quelle difficulté, quelle résistance, quel morcellement. L'Afrique est un pays riche de ses diversités, et la société civile, c'est aussi en Afrique. Les 2 500 000 Indiens, c'est toute la population des Libanais, c'est les pays du Golfe qui sont de plus en plus installés et qui sont des forces de proposition avec lesquelles les Africains travaillent. Alors, force et faiblesse. D'abord, la société africaine comprend aujourd'hui des personnes qui ont des très hauts niveaux de revenus. Et c'est une force, parce qu'ils créent des emplois. Et c'est une faiblesse, parce que la redistribution ne se produit pas partout également, et que par conséquent, le niveau de vie, parfois, reste extrêmement bas. Il y a encore des familles en Afrique. Force, on l'a dit, je crois, beaucoup déjà, la plupart des institutions, et la nôtre en particulier, n'ont plus l'idée de construire des projets par leur seule volonté. Les vrais projets qui se construisent entre plusieurs pays d'Europe et d'Afrique, c'est des projets construits en co-construction. Par l'institution dont je vous parlerai d'Adrien Machignac, tout est fait en analysant les besoins prioritaires, en s'appuyant bien sûr sur les États, mais en pensant que c'est la société civile et parfois des associations locales qui vont nous servir de relais. Là, c'est une force à la construction. On ne fait rien s'il n'y a pas une volonté locale de nous appuyer ou d'appuyer les projets que les créateurs européens. Donc, c'est véritablement seulement
dans le partenariat, dans l'échange, dans le dialogue que ces projets sont construits. Après, force aussi, évidemment, le niveau de participation de l'Afrique au monde numérique. On parlait des portables, les Africains ont tous des cours en ligne. Ça, c'est la société civile qui exprime ses demandes. De quoi avons-nous besoin? Les MOOC, la participation à des forums d'échange par Internet. Moi, je connais même des étudiants africains, j'en ai, qui font leur thèse entière sur un téléphone portable. Ça existe maintenant. Je ne suis pas sûre qu'en Europe, ce soit vraiment encore d'actualité. D'ailleurs, ça n'a pas que les bons côtés. Parce qu'il est vrai, selon moi, que les échanges comme celui que nous avons ce matin sont autrement porteurs de relations personnelles. En particulier, ce que je suis pour votre avenir, c'est des vœux. Je ne sais pas si par Internet, ça c'est beaucoup plus difficile pour moi de repérer les visages, les questions que vous allez poser. Et puis, force aussi les femmes, on l'a dit, c'est vrai, elles ont des projets, elles s'acharnent, elles continuent, les difficultés ne les arrêtent pas. J'ai récemment parcouru un ouvrage général sur les jeunes entreprises du monde de la lutte contre les problèmes climatiques. Eh bien, une analyse montre que les chantiers instruits et portés par des femmes en Afrique sont plus nombreux, plus stables et plus capables de fédérer, en particulier au niveau des collectivités, au niveau des communes, des villes, que les autres. Je voudrais aussi dire que, bien sûr, les États ont des difficultés. Bien sûr, quand un plan ne se met pas en place, c'est les relations de l'État qu'il faut interroger. C'est les raisons de la stagnation, et parfois même de la révolte ou de la crispation des relations entre États. Mais, vous savez, les langues entre Africains et Européens, c'est un formidable moyen. On peut dire, bien sûr, que le français en Afrique a été lié à des périodes de colonisation, mais le français n'appartient pas à la France. Le français, si vous allez au Québec, c'est une langue de résistance au monopole de l'anglais. Vous avez une langue de combat qui dit le français, c'est une langue de minorité. Et donc, plus vous avez de langues à votre disposition, et plus vous êtes capable de gagner en dialogue avec les autres langues du monde. Le français, comme d'autres langues, comme le Wolof, ou d'autres grandes langues d'Afrique, c'est une langue de résistance au monopole de l'uniformisation mondiale. Et c'est par conséquent le seul outil des sociétés civiles de préserver la diversité de leur culture. Avoir beaucoup de langues comme les ont la plupart des Africains dans le monde multiculturel et qu'on peut espérer multipolaire, c'est une chance. Alors, je veux terminer juste par un mot, ce qui n'a pas été dit sur les aspirations démocratiques. Il y en a beaucoup. Et je voudrais dire que la démocratie occidentale n'est pas forcément la seule aspiration de ce que je peux pressentir des sociétés civiles africaines. Demandez-vous pourquoi les États africains ne condamnent pas l'invasion d'Ukraine. Demandez-vous cela. Et pensez à ce que toute la tradition russe de État impérial a porté dans les sociétés africaines qui parfois aspirent à un État fort mené par une personnalité charismatique. Donc je ne crois pas que l'on puisse penser que tous les éléments de démocratie à l'occidentale puissent être nécessairement plaqués. Il faut être respectueux, je crois, de la diversité des aspirations des peuples africains, sachant aussi que dès qu'un pays se retrouve, et il y en a beaucoup, sous le joug d'une personnalité qui a tendance à le contraindre, alors là, aussi bien en Afrique qu'en Asie ou ailleurs, vous avez des mouvements d'opposition forts et dont les diasporas sont souvent le relais. Donc, variété des modes de représentation de la société civile, évidemment, l'éducation, moi, mais j'ai refusé la voie politique qui m'était offerte. J'ai beaucoup voyagé en Afrique avec des chefs d'État, le président Mitterrand, puis le président Chirac, qui m'a aidé à financer l'Agence universelle de la francophonie. Mais je pense aujourd'hui beaucoup que les États sont indispensables, c'est des piliers de l'action des sociétés civiles, mais que c'est les sociétés civiles, dans l'université, liées à l'éducation, liées à vous,
Puis avec la formation soit initiale, soit continue, que vous donnent les institutions dans lesquelles nous sommes, allez prendre en main votre propre avenir à votre façon. Avec le modèle qui vous servira le mieux à définir votre projet, c'est elle, je crois, comme le fait un peu le groupe interacadémique pour le développement, qui vont demain, je crois, être les vrais ferments bottom-up, plus que top-down, de ce qui sera le devenir commun de l'Afrique dans le monde, avec l'Europe et avec le reste du monde. Merci, Michel. C'est particulièrement intéressant. Et comme vous avez évoqué la question des relations entre les sociétés civiles et les États, je me tourne tout de suite vers Bado Ndoye. Est-ce que vous m'entendez, Bado? Oui. Parfaitement. Alors, justement, avant, en préparant cette table ronde, on a échangé. Et il y a un point sur lequel, justement, il y a deux points sur lesquels vous souhaitez insister particulièrement dans votre intervention. C'est justement la question de ces sociétés civiles, de la relation de ces sociétés civiles, qui est d'ailleurs une question très hétérogène au regard des différentes cultures africaines, avec leurs États, et également la question absolument essentielle, parce qu'elle est dans tous les esprits ici, bien évidemment en France, c'est comment aujourd'hui nous sommes capables éventuellement de nouer un nouveau pacte de partenariat avec l'Afrique, entre Français et Africains, et bien évidemment aussi entre Européens et Africains. Vous avez la parole. Voilà, merci. Vous montez le son. Merci aussi de vous associer à ce problème. Faut qu'il se rapproche. Vous lui demandez de se rapprocher tout le micro. Est-ce que, pardon, tu dis, nous, on vous a rappelé comment, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro? On va un peu mieux. On va faire silence. Voilà. Mesurer par l'essor et le succès des sociétés civiles africaines. Face aux attaques et la mauvaise gestion de cela. Je pense que ce n'est pas entre les exigences de fait qu'elles sont délicates pour créer et de la quantité. L'espace dans lequel se meuvent les sociétés africaines. On va pourquoi les sociétés africaines ont le bord. Elles ressentent qu'elles représentent ce sentiment. En fait, et la fin des États. Et pour ce même, à ce qui fait les nombres. Enfin, il n'entend pas. Il faut trouver une solution. Et nous, les Espagnols, finalement, artistes. Non, attendez, on va essayer de, en attendant, on va essayer, monsieur Ndoye, on va essayer de régler ce problème technique. Je vais vous demander de patienter un peu et je vais tout de suite passer, en attendant, la parole à Catherine Bressignac, donc qui est la directrice, la présidente du GIE, du Groupement interacadémique pour le développement, et qui va peut-être rebondir sur les propos, justement, de Michel Gendreau-Vassalou, et puis peut-être aussi nous expliquer, justement, quelles sont les missions de ce groupe interacadémique, notamment dans sa relation avec les États, avec les sociétés africaines. Oui. Bonjour à tous. Vous m'entendez là? Oui, c'est pas difficile. Bon, pour rebondir sur ce que disait Michel, tout d'abord, je voudrais parler de des sociétés civiles en général. Et de revenir aux sources, c'est-à-dire à ce que disait Gay de Tocqueville à propos de la démocratie. En fait, de voir qu'il y a... On n'a pas parlé du tout de ces trois entités. Un, c'est la famille, les familles. Deux, c'est la société civile. Et trois, c'est le gouvernement. Et c'est un équilibre entre famille, société civile et gouvernement qui conduit à la démocratie.
Alors, en Afrique, ce qu'il faut regarder, c'est que si vous regardez, vous cherchez l'occurrence de vos sociétés civiles en Afrique, vous voyez qu'elle apparaît dans la Banque mondiale un tout petit peu en l'an 2000, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 25 ans. Donc, les sociétés civiles étaient complètement ignorées au niveau africain, de tous d'ailleurs, il y a 25 ans. C'est donc des sociétés civiles, comme le disait Michel, extraordinairement jeunes. Alors que nous, on a des sociétés civiles qui datent depuis déjà longtemps, parce que, en fait, ce sont une évolution qui a pris du temps. Qu'est-ce que je fais? J'arrête ou je... Vas-y, continue. Et on peut passer la parole. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire qu'en fait, les sociétés civiles africaines ne sont pas du tout les mêmes que les sociétés civiles européennes et occidentales, en fait, en particulier. Deuxièmement, on a une véritable crise actuellement aujourd'hui, enfin une crise d'évolution, je dirais, c'est des évolutions normales à mon avis, qui font que les familles se dissocient complètement, donc on diminue le rôle des familles. L'État perd énormément de pouvoir, sauf dans les États très forts, avec, comme disait Michel, des personnalités à la tête de ces États, mais sinon, c'est beaucoup moins fort qu'autrefois. Et donc, le rôle des sociétés civiles va prendre évidemment de la place, parce que si les deux autres se cassent la figure, là, on va rebondir. Le fait que nous sommes en mutation dans nos sociétés civiles et que l'Afrique n'a pas encore vraiment établi quelque chose de stable, c'est que on est tous un peu dans le même état, c'est-à-dire d'un côté avec les sociétés civiles qui sont en train de se construire, il y avait un autre côté avec les sociétés civiles qui sont en train de se transformer. Et donc, de même, par là même, les notions de démocratie sont en train d'évoluer. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on a construit notre groupe interacadémique pour le développement, qui met les savoirs au service du développement et du co-développement. Quand on travaille avec les Africains, mais aussi ça peut être du développement quand on travaille avec les pays d'Amérique latine ou avec les pays. Donc en fait, c'est cette idée-là de mettre en place un système de réflexion et d'avancer sur le groupe interacadémique, avec le groupe interacadémique pour le développement, de mettre les savoirs au service du développement. Alors pour ça, il fallait évidemment que les pays d'Afrique aient des académies, parce que faire un groupe interacadémique quand il n'y a pas d'académie, ça paraît difficile. Donc, quand on regarde comment sont arrivées les académies dans le monde, on voit que les premières sont arrivées. La première, c'est la de Lincheri, qui est arrivée au début de 1606. Puis ensuite, les Anglais, les Français et la Prusse, puisque à l'époque, c'était la Prusse, ont des académies. Donc, il y a les académies européennes, puis ensuite, il y a des académies qui sont arrivées de l'autre côté de l'Atlantique avec les Américains, puis les Chinois, etc., etc. Et au XXe siècle, et surtout au XXIe siècle, on voit arriver des académies africaines avec un groupe, justement, pour un groupe pour le continent africain, le NASA, qui est aujourd'hui présidé par Norbert Okoumou, qui est quelqu'un qui est du Bénin. Mathématicien. Mathématicien, très bon mathématicien du Bénin. Donc, on voit monter donc, les sociétés sont en train de se construire avec une élite, avec des gens qui commencent à monter des sociétés civiles. On voit arriver, par exemple, alors, ce qu'il faut quand même penser, c'est que le côté science n'est pas vraiment encore en Afrique. On a du développement technologique, mais pas vraiment du développement scientifique, parce que pour avoir du développement scientifique, il faut un PIB qui est quand même suffisamment élevé, parce que sinon on a autre chose à faire avec le PIB qui est faire de la science. Et comme la science est internationale et universelle, il laisse faire à d'autres. Ce qui est pour l'instant dommage, mais ça va progresser. C'est pas un problème. Et on voit arriver avec les pays dont le PIB en Afrique est les plus importants, comme l'Éthiopie, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, on voit arriver des écoles d'ingénieurs qui sont comme celle qu'on a visitée avec laquelle on travaille, l'école de Yamoussoukro, qui est absolument extraordinaire et qui est une école régionale et qui fait venir des élèves d'un peu tous les pays d'Afrique et donc est un ensemble
du continent africain, mais qui même aussi prévenir des élèves de continent autre que le continent africain. Et ça veut dire que c'est un gage de succès. Donc, c'est dans cet esprit qu'on travaille en co-développement, nous, avec comme idée d'évoluer et de changer un peu aussi notre façon de voir nos sociétés civiles et l'Afrique de construire la sienne. Merci Catherine. On reviendra on va poser des questions. Est-ce que vous m'entendez, Bado? Oui. Oui, non. Parfait, donc vous pouvez reprendre. Le son est un peu meilleur et je remercie Guillaume Ascari qui a résolu ce problème. Voilà, on vous écoute. Alors, merci beaucoup. Le dire, non, il est possible de mesurer l'essor et le succès des sociétés signes africaines auprès des opinions publiques à l'heure difficile de démocratie de nos États et de la mauvaise gestion de nos sites. Pour le dire autrement, c'est l'écart entre les exigences démocratiques et qu'elles sont données comme idéal et la pratique effective des gouvernements au quotidien qui ouvre l'espace dans lequel se meurent les sociétés civiles africaines. Alors, pour comprendre pourquoi les sociétés civiles ont le rôle de nos continents, il me semble qu'il est nécessaire de voir bien ce sentiment de décalage entre le principe démocratique et la pratique des États. Et pour ce faire, je propose de faire très rapidement général de l'État postcolonial africain. À ce qui fait bien rapport au réduire la structure de nos États, c'est qu'ils ont reproduit à quelques aspects à peu près des structures politiques héritées de la colonisation qui avaient été conçues, pensées et calibrées pour administrer des territoires conquis afin d'en exploiter les richesses pour le bénéfice des peuples. On a fait beaucoup chercher à inventer de nouvelles formes de gouvernement. Sans doute parce qu'on a pensé qu'il y avait une certaine rationalité des attributs politiques administratifs de lesquels pouvaient donc avoir partout de la même forme et le même contenu. À le résultat, c'est que cette nation, en tout cas pour la plupart, complètement en déphasage avec les populations qui sont chargées pour l'administrer. Presque beaucoup partout en Afrique, les populations perçoivent donc les États et leur démembrement comme des causes étrangers qui sont venus se greffer sur des sociétés avec lesquelles ils n'ont pas grand-chose en commun. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il est très facile pour nous de rendre le fond de la société africaine, de percevoir ces États comme des prolongements des anciennes puissances coloniales. Alors, cette préliminaire sur l'exclamation des institutions politiques africaines permet peut-être de comprendre pourquoi il est très difficile de développer une médiateur. Mais quoi qu'il en soit, il est clair que c'est ce mode de démocratie qui constitue la grande normalisation politique qui puisse en Afrique. On va voir alors que le rôle qu'elles sont appelées à jouer consiste à faire le lien entre les populations et l'État, en créant des espaces d'expression et de débat, et à former une population publique informée, susceptible, disons, de servir le contre-pouvoir fourni en place. Il faudrait signaler cependant que j'appelle ici parce que c'est ici, non seulement, disons, tous les corps qui ne sont pas l'État, les corps organisés par l'État, comme les organisations des droits de l'homme, la presse indépendante, mais aussi les intellectuels et les personnalités publiques qui interviennent régulièrement sur le débat public. Il faudrait peut-être s'arrêter un petit peu plutôt sur cette exigence normative de contre-pouvoir pour mieux saisir les conséquences de cette extraversion dont nous venons de parler. On le sait, il y a des démocraties de là où le pouvoir ne vient pas entre les mains d'un seul, ou d'un individu qui l'exerce à son profit. C'est la raison pour laquelle l'idée de fragmenter le pouvoir, c'est-à-dire de l'utiliser en entité indépendante et à la même propriété, est susceptible de se coordonner mutuellement et au cœur des dons des pratiques de l'État. Car il faut bien, comme on dit, que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Or, sur cette question de la séparation des pouvoirs, nous sommes, du moins en Afrique francophone, hérités de la bonne vieille tradition française
tradition japonaise standardisation qui se fait pour de façon effective et sans aucune ambiguïté des trois pouvoirs. Mais qui est la particularité d'accorder au président de la République une certaine prééminence qui le met d'une certaine manière au-dessus de l'initiative et du judiciaire. Après, il faut par exemple, sous certaines conditions, dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, c'est ce pas favorable. Pouvoir une zone vide sur la main, qui, à mon sens, ne pas rien. Parce qu'il fait cela à ce pouvoir annuler le vote de ce conseil. Je ne note pas, par exemple, au président américain, dissoudre l'Assemblée sur peut-être prétexte que ce soit. De sorte que l'on pense que ce pouvoir indépendant de la République pourrait être utilisé comme une sorte de signe d'ordre de l'Assemblée. Mais je voudrais chercher la vie, donc, on ne peut pas en train de faire le procès des institutions politiques françaises. Il est plutôt question de montrer ce que de telles institutions qui fonctionnent correctement dans une bonne vieille démocratie comme la France, ce qu'elles deviennent lorsqu'elles sont importées par l'Afrique. On parle donc pourquoi les deux principales revendications qui sont au cœur des débats sur nos institutions, soit l'indépendance de la justice et la critique de ce qu'il faut bien avoir son président par apparaît considéré beaucoup d'observations comme les principaux freins à la démocratisation de la vie politique. Alors, l'une des conséquences de cette excellente concentration de la quasi-totalité du pouvoir entre les deux dossiers, c'est qu'à chaque fois que l'on croit avoir une bonne pays dans la vie, l'ancien retrouvé de fait avec quelqu'un qui a tous les droits et pratiquement le devoir. Même si l'on assiste dans certains pays à des élections pas transparentes et même à des interventions à la tête de l'État, on a le sentiment d'un éternel recommencement à ce que les années de pouvoir et de mal-gouvernance sont que nous plaidions. Ce qui est ici assez paradoxal, c'est que même si cette revendication nous crée en fait des débats politiques, ce n'est pas une politique d'opposition. Donc, l'impression qu'ils ne sont pas plus s'intéresser à cette revendication. Comme s'il y avait une sorte d'authenticité tacite dans le politique, pour que les choses continuent à fonctionner, et plutôt à mal continuer de cette façon. Afin qu'ils puissent, une fois au pouvoir, produire eux aussi sans attendre. Alors, la question qui se pose est de savoir ce que peuvent faire les sociétés aussi pour réduire ce gap entre les principes démocratiques tels qu'ils sont dépouillés à la pratique effective. Et je pense que résoudre cette question cela reviendrait possible d'une certaine manière à montrer comment la France pourrait ici avoir un rôle à jouer. Alors, de mon point de vue, je pense que tout n'est pas perdu. Même si on voit partout en Afrique, on assiste à des retours incroyables en matière de démocratie, avec cette fièvre du coup d'État qui est plus posé de pouvoir. Or, dans la plupart des pays sous l'ouest africain. Besoin de pouvoir fort, mais on demande aussi dans beaucoup de pays du bord, où les extrêmes droites racistes viennent hors de vote. C'est pas si bien pour les îles, vous verrez pas. C'est dit que la démocratie est fatou en pays. Mais il n'est pas perdu, de mon avis, encore en avis. Et en disant cela, je suis un peu confiant parce que je pense qu'il y a dans l'humanité, encore dans l'histoire de l'humanité, quelque chose comme un potentiel éthique qui est à l'œuvre et qui oriente le développement des sociétés vers plus, disons, de transparence et donc de justice et d'égalité, que ce soit à l'Afrique ou ailleurs. Ce devenir n'est toutefois pas arrivé, vous n'êtes pas occupé de l'ouvrage. Parce qu'il faut connaître les arrêts, il peut même avoir un rythme, mais on obtient incontestable qu'il est là. Il est là comme une lame de fond qui, de temps en temps, lève
Ce qui demande pour nous, notre foi à cette optimisme, c'est que nous vivons des années dans un monde de plus en plus ouvert, de plus en plus connecté aussi, pour le niveau d'éducation de plus en plus dynamique, ainsi que l'accès à des moyens de politique communication jusqu'à la fin de la vie, nous permettent une gestion sanitaire et pour l'ouvert. Et je pense que si la France doit encore avoir des gens qui font il est impératif qu'il répondent à la consolidation des épidémies de et cela passe par le renforcement des sociétés civiles développées. Merci, Badou. Merci beaucoup. En retard, on va prendre quelques questions, mais d'abord, je crois que Catherine Jouissignac voulait réagir à votre intervention. Réagir à votre intervention parce que cette intervention, elle est partielle. La question est arrêtée. Alors, vous m'entendez? Oui, je m'entends. Vous m'entendez? Bon. Je voulais répondre à votre intervention parce que votre intervention est partiellement ronde. C'est-à-dire qu'en fait, la France, si vous regardez, la France, c'est une histoire. Nous avons d'abord une révolution française en 1789, c'est pas hier. Depuis, nous avons une république, 1, 2, 3, 4, 5. Et au temps de la colonisation de la République avec Jules Ferry, elle n'était pas du tout ce que nous avons aujourd'hui. Et la 4e République, le président n'avait aucun pouvoir. C'était un pantin qui changeait tous les matins. Donc en fait, il ne faut surtout pas l'imaginer. Il y avait plus de stabilité que les présidents des conseils. Oui, mais c'est pas quand même. Enfin, il y en avait quand même, c'était un conquilleux. Et en fait, il faut quand même regarder ça. Et donc, ce que l'on a apporté au moment de la colonisation, c'est pas du tout une idée de pouvoir fort avec un président qui vous raconte, qui décide de tout. C'était des gens locaux qui prenaient le pouvoir, c'est ce que c'est. Et c'est ça la très grosse différence avec ce que vous avez dit, parce que vous avez calqué une image que nous avons aujourd'hui présidentielle par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Donc, il faut se remettre dans le système historique avant de prendre de dire quelque chose. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous avez dit, c'est justement ça, c'est-à-dire qu'en fait, comme nous, on est en perpétuelle évolution avec nos institutions, et qu'on est passé, je vous rappelle quand même, d'un état révolutionnaire à un état d'empire, à 2 fois l'empire, d'ailleurs, on a vu que c'était Napoléon qui dit Napoléon, enfin quand même, et après avec des républiques qui ont été très 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 diverses, et même encore aujourd'hui, il y en a qui posent une scission. Bon, on est quand même dans un état très évolutif, on n'est pas du tout quelque chose de figé, et c'est là aussi, on peut, mais alors la seule chose qu'on a fait je dirais, de bien dans l'histoire, c'est quand même les droits de l'homme et de la femme. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut se baser pour co-construire avec vous un monde meilleur, avec vous, votre manière de le voir et de l'imaginer, et nous, on se finit.